Revivez les histoires qui font vivre des expériences mémorables depuis des générations. En tant qu'architecte fondateur des technologies de communication par satellite, connecter les individus est dans l'ADN d'Intelsat. Nous mettons cette connectivité au service des plus grands diffuseurs et créateurs de contenu du monde entier, pour les connecter à un nombre toujours croissant de personnes et d'écrans. Chaque jour, nous diffusons les événements les plus emblématiques au monde entier. Bonjour et bienvenue ici à Rabat au Maroc, nouvelle étape de cette piste de la francophonie pour la planète sur TV5 Monde. Nous sommes ensemble en direct depuis plus de 13 heures désormais, ravis en tout cas de vous accueillir dans ce superbe lieu, on peut le dire, la bibliothèque de l'université Mohamed VI Polytechnique. Et à mes côtés pour présenter cette émission exceptionnelle, Hanan Harat, journaliste et animatrice au sein de la télévision marocaine de Zem. Bonsoir Hanan. Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue pour cette escale marocaine à Rabat ce soir, dans cette formidable bibliothèque, Nicolas, vous le disiez, de l'université Mohamed VI Polytechnique. Alors, nos invités qui vont nous accompagner pendant 7 heures avec vous sur TV5, tout d'abord Madame Leïla Ben Ali, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de Zem et TV5 Monde pour l'invitation. Ahmed Reda Chami, vous êtes le président du Conseil économique, social et environnemental. Merci aussi à vous de nous avoir rejoints. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Le maître des lieux, on va dire, le président de l'université Mohamed VI de Rabat. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous, monsieur Hicham El-Habti. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous dans ce très bel endroit. Et enfin, Khaoula Messiah, merci beaucoup également d'être avec nous ce soir. Vous êtes ingénieur environnement et vous venez de créer une jeune start-up dont vous nous parlerez tout à l'heure dans les métiers verts, Nalida Power. Exactement. Bienvenue. Merci à vous pour l'invitation, c'est un honneur. Alors, premier tour de table peut-être, parce qu'on est dans une actualité très liée au thème de cette piste de la francophonie de cette année, c'est l'environnement, le développement durable. On sort de la COP28. Un accord se faisait attendre. J'ai envie de dire, il se fait toujours attendre à l'heure où on parle. Alors peut-être, Madame la Ministre, est-ce que ça a été encore une COP pour rien ? Oui, alors non, je pense que cette COP28 a été un succès au moins pour le Maroc. On peut le dire, c'est un grand succès, c'est un succès phénoménal, je dirais autant aussi phénoménal que la bibliothèque dans laquelle on se trouve, pour plusieurs raisons. La première, c'est que si vous lisez le message de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à la COP28, il a insisté sur plusieurs choses, mais d'abord sur les initiatives régionales novatrices et fédératrices, et deuxièmement sur ce besoin pressant de réformer le multilatéralisme et également de réformer la finance du développement. Ce sont des sujets sur lesquels qui ont été déjà portés aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech déjà. Donc cette COP28 a été un peu la continuité de cela. Et le fait que jusqu'à maintenant, enfin heure Dubaï, nous n'ayons toujours pas d'accord, c'est pour une raison très particulière. C'est en fait le retour des pays à revenus intermédiaires comme le Maroc, qui veulent porter leur voix dans ces négociations multilatérales. Donc, c'est un premier succès, le fait que jusqu'à maintenant, nous n'ayons pas justement un texte qui soit mi-figue, mi-raisin, mais qui soit vraiment un texte qui reflète les besoins des pays qui veulent une sortie des énergies fossiles, mais en même temps, les pays à revenus intermédiaires qui veulent une sortie des énergies fossiles, mais sans inflation, sans endettement supplémentaire et justement avec un partage des risques qui soit équitable. Deuxième, je dirais, grand succès de cette COP28 pour le Maroc, c'est bien entendu cette nouvelle génération de partenariats stratégiques entre nos amis des Émirats arabes unis et le Maroc. Donc cela a été vraiment une manière de montrer cette nouvelle coopération sud-sud qui est très importante dans ce nouveau schéma justement du multilatéralisme et du bilatéralisme du XXIe siècle. Et puis je dirais le troisième grand succès pour le Maroc,
Maroc, c'est encore une fois un des sujets que nous portons en tant que président de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, c'est justement cette jonction, qu'il n'y ait plus de silos entre les différents organismes du multilatéralisme, dont l'ANUE, dans la COP, etc. Donc le fait d'avoir amené justement l'environnement au cœur des questions climatiques est aussi un grand succès pour le Maroc. Voilà. Et Madame la Ministre, on va aller un petit peu plus au cœur maintenant de toutes ces problématiques, notamment au Maroc. Première thématique et première question que l'on va développer tous ensemble à présent. Quelle stratégie le Maroc a-t-il choisi de mettre en place en matière de politique environnementale et de transition énergétique, que ce soit au niveau du gouvernement ou encore de la société civile? On va en débattre tous ensemble, bien entendu, dans un instant. Mais avant cela, je vous propose de visionner ces images qui vont illustrer nos discussions, extraits du documentaire Green Kingdom, réalisé par Franck Beunier et Frédéric Cocognier. Regardez. Ce n'est pas sans une certaine émotion que Bertrand Piccard retourne avec nous sur le site de Nour Ouarzazate. Il a avec cette centrale un rapport bien particulier. Le roi Mohamed VI l'avait nommé parrain de Nour I. Je suis très ému parce qu'en 2012, j'avais amené avec Solar Impulse depuis la Suisse, symboliquement, la première cellule solaire à Ouarzazate. Et c'était le symbole de la construction de la centrale, il n'y avait encore rien du tout. Quand je vois toute cette centrale solaire ici à Ouarzazate, je me dis mais pourquoi il n'y en a pas partout ailleurs? J'ai l'impression que le monde n'a pas compris dans quel sens évoluer. Cette centrale Nour de Ouarzazate, qu'est-ce que ça dit des ambitions du Maroc en matière d'énergie renouvelable? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est le résultat d'une vision extraordinaire qu'a eu le roi. Et aujourd'hui, il y a Nour 1, Nour 2, Nour 3, Nour 4. Il y a du photovoltaïque, il y a du solaire thermique, il y a du solaire à concentration. Il y a une production industrielle qui alimente une partie du pays. C'est impressionnant. Ahmed Reda Chami, on va le rappeler, dès 2007, l'objectif du Maroc était de s'orienter vers plus de 50% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Déjà, où en est-on et quelles sont les nouvelles perspectives cette fois-ci pour 2050? Alors, nous sommes à 32% par rapport à ces objectifs 2030 déjà, et nous voulons être à 80% en 2050. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Maroc a été doté de ressources extraordinaires en éolien et en solaire. Et en fait, quand on mesure en équivalent pétrole ce potentiel, c'est 1,65 million de barils par jour. C'est-à-dire qu'on peut être au même niveau qu'un Venezuela ou un Nigeria, mais en énergie propre. Vous voyez un peu le potentiel extraordinaire que ça révèle. Et nous avons déjà commencé, les différents gouvernements successifs, Madame la Ministre aujourd'hui aux commandes, qui se sont, je dirais, succédés pour rendre cette vision une réalité. Le Maroc est vraiment en pole position sur la question, c'est ce qu'il faut retenir également. Oui, en fait, il y a un indice qui est très révélateur, c'est l'indice d'attractivité des pays pour les énergies renouvelables, qui est fait par Ernst & Young, et le Maroc est premier dans cet indice-là. C'est un indice où on mesure l'attractivité, mais on la remet sur le PIB par pays, et donc nous sommes premiers. Madame la Ministre, la stratégie, on l'a dit, a commencé à être mise en place en 2007. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui un premier bilan des acquis et de ce qu'il reste à faire, notamment maintenant pour la vision 2050 ? Oui. Alors, la stratégie qui avait été lancée par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, en 2009, est basée sur 3 piliers principaux. Vous avez les énergies renouvelables, bien entendu, l'efficacité énergétique et l'intégration régionale et transcontinentale. Sur les énergies renouvelables, parce que c'est ce qui vous intéresse le plus, je crois, dans cette émission, bien entendu, aujourd'hui, nous avons bien entendu des ressources très importantes en éolien et en solaire, ça a déjà été dit, mais je pense, à mon sens, les 2 principales ressources que nous avons sous-utilisées, c'est nos infrastructures et nos jeunes.
Vous avez aujourd'hui un exemple de start-up ici qui est important et qu'il va falloir libérer, mais vraiment à grande échelle. Donc moi aujourd'hui, en tant que responsable gouvernemental dans ce gouvernement, ma ligne de conduite et ma feuille de route est très simple. Il faut que nous multiplions par 5 les investissements annuels dans le réseau, dans notre réseau électrique. Parce que M. Chamy peut mettre autant de panneaux solaires qu'il veut dans le foncier qu'il veut. S'il n'a pas une capacité d'évacuation vers le réseau, eh ben ça ne servira pas à grand-chose. Donc aujourd'hui, on tient à dire qu'il faut qu'on augmente notre cadence d'investissement dans le réseau, donc de 100 millions de dollars ou d'euros sur les 13 dernières années par an à peu près un demi-milliard de dollars par an. Et ça commence aujourd'hui, entre aujourd'hui et 2027. Et sur les énergies renouvelables, il faut qu'on multiplie les investissements annuels par 3. Il faut qu'on passe d'un rythme de cadence d'un demi-milliard de dollars par an avec les grands projets que nous avons connus, Noor-Ouarzazate, qui sont apparus dans votre reportage, vers 1,4 milliard de dollars par an, entre maintenant et 2027, mais en incluant également les plus petits projets pour lesquels il va falloir donner plus d'espace. Donc c'est notre cheval de bataille, et c'est pour cela que nous sommes en train maintenant d'accompagner les investisseurs grands et petits d'ailleurs, marocains et étrangers, pour justement asseoir cette multiplication de la cadence d'investissement. Alors, vous venez d'évoquer la part des jeunes et des forces vives de demain dans ce secteur. Khawla Messiah, vous êtes avec nous. Quel regard vous portez-vous en tant que jeune entrepreneuse qui commence dans ce domaine sur cette vision stratégique? Et est-ce que vous êtes associé en tant que réseau d'entrepreneurs dans les métiers verts à cette réflexion pour poser les grands piliers de cette vision? Bien sûr, avec l'engagement et les efforts que le Maroc déploie depuis des années et pour relever les défis des changements climatiques, faisant du développement durable un véritable projet sociétal et qui a été confirmé par le nouveau modèle de développement, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui le Maroc il peut se positionner en tant que leader dans les chantiers de décarbonisation et de mix énergétique. Donc, Nalida Power était, entre autres, le produit de la COP 22 qui a été ici à Marrakech, après que les énergies renouvelables sont devenues techniquement solides et financièrement bancables. Et la deuxième partie de votre question? La participation à la réflexion des jeunes entrepreneurs dans ce secteur des énergies renouvelables à la création, à l'élaboration, on va dire, de la stratégie. Vous parlez de notre force de proposition, c'est ça? Donc, le Marocain, par définition, et dans tous les domaines, il regorge de créativité. Et donc aujourd'hui, notre force à nous, c'est d'abord notre ambition de transformer l'espace public et pour le rendre tous les lieux de retrouvailles collectives, comme les campus universitaires et les espaces publics, les rendre aussi une occasion d'échange, de débat et de sensibilisation aux questions environnementales. Donc, et bien sûr, dans un cadre agréable, avec un produit, ou bien autour d'un produit qui est 100% marocain et qui reflète l'innovation marocaine et bien sûr qui est technologiquement avancé. Deuxième partie est très importante, c'est que nos produits, ils intriguent la curiosité des jeunes Marocains et ils revendiquent de plus en plus dans les lieux publics. Donc c'est un honneur pour nous d'être une source d'inspiration pour ces jeunes, mais on espère aussi être une source de réflexion pour nos décideurs et les acteurs des lieux publics. Bien sûr, il existe aujourd'hui des budgets, mais je dirais très peu qui sont dédiés à des projets qui sortent un peu de l'ordinaire, notamment l'énergie, notamment le mobilier intelligent et connecté. Et aujourd'hui, il faut le dire, des fois, on passe beaucoup de temps et on s'efforce pour transformer des projets traditionnels pour les rendre des projets ou alors des initiatives innovantes. Je peux peut-être rajouter quelque chose. Oui, allez-y, M. Chamy. C'est juste pour dire que la voix des jeunes, est-ce qu'on les retrouve dans les politiques publiques? Nous, on essaie en tant que Conseil économique, social et environnemental
On a une plateforme de participation citoyenne. Et donc, quand on fait un rapport, on a fait un très beau rapport sur la transition énergétique. Nous faisons des auditions, on écoute les jeunes et les moins jeunes, et ensuite on transmet ça au gouvernement. Donc, il y a un canal pour que ces recommandations arrivent au gouvernement. Et quel regard, vous, du coup, vous portez sur ce réseau de jeunes entrepreneurs, ce vivier peut-être de potentialités? Vous qui les auditionnez, les rencontrez. Moi, j'adore, je suis en admiration. J'espère qu'on pourra faire plus les encourager. Je pense que l'université fait du beau travail là-dessus. Et je pense que là, on a vraiment un vrai potentiel. Et justement, Hicham El Abdi, on voit, c'est une source d'inspiration, tous ces jeunes, toute cette nouvelle génération qui s'intéresse à tous ces sujets. Est-ce qu'il y a la même implication dans le milieu de la recherche? C'est un peu la question qu'on peut se poser également. Exactement. En fait, en plus de ce qui vient d'être dit, à savoir l'université, nous, comme on la voit, c'est comme un espace de bienveillance où les décideurs politiques peuvent venir échanger avec les étudiants, avec les chercheurs, pour pouvoir alimenter leur réflexion autour des politiques publiques. Et donc, par rapport à la recherche, dans le domaine des énergies renouvelables, l'UM6P, en partenariat avec IRISEN, qui est un institut national sous la tutelle du ministère Transition énergétique, a développé plusieurs plateformes de recherche autour de tout ce qui est panneaux photovoltaïques, tout ce qui est CSP. Et aussi, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, en fait, il y a un nouveau vecteur énergétique, on en parle beaucoup, qui s'appelle l'hydrogène vert. Et donc, on va y venir. Très bien. Donc, juste, voilà, et stockage batterie. Donc, parce que c'est bien d'avoir un potentiel qui est assez intéressant par rapport à tout ce qui est énergie renouvelable, l'éolien et le solaire, mais il faut qu'on arrive à stocker cette énergie-là et à la transformer. Alors, on va revenir dans un instant sur tout ce qui concerne justement les technologies dont nous avons besoin pour réaliser cette beaucoup de sujets à aborder, beaucoup de sujets à aborder. Mais pour revenir simplement sur l'élaboration de la vision et de la stratégie, Monsieur Ahmed Reda Chami, vous êtes le président du CESE. Comment engager tous les partenaires? Parce que j'imagine qu'il doit s'agir d'une stratégie intégrée qui associe les partenaires publics, privés. Donc, qu'en est-il de cela? Et quel est le rôle d'une institution comme la vôtre pour engager également des investisseurs? Madame la ministre évoquait tout à l'heure les chiffres dont on a besoin pour réaliser cette vision. Écoutez, le Conseil se fait des autosaisines sur des sujets importants ou est saisi par le gouvernement, le Parlement. Et donc, nous avons fait un très beau rapport sur la transition énergétique. Et une des recommandations fortes, justement, parce qu'il y a un tel potentiel, pour transformer ce potentiel en création de valeur, en création de richesse, il faut qu'il y ait une gouvernance qui soit là et qui soit forte. Et donc, la première des choses, on dit, il faut un régulateur fort et indépendant. Si vous voulez que les gens viennent investir, il faut qu'il y ait un arbitre qui fixe les règles du jeu et qui s'assure que les gens ne transgressent pas ces règles du jeu. La deuxième des choses qui nous semble extrêmement importante, c'est la structuration du marché et qui doit reposer sur deux termes clés, la libéralisation, d'accord, et la transparence. Et donc nous on dit, il y a des gens qui doivent produire librement, c'est le secteur privé, il y a des gens qui font le transport de l'énergie, c'est l'ONE par exemple, ou c'est l'ONE, et des gens qui font de la distribution, et donc le Maroc s'est engagé vraiment dans cette histoire de société régionale, multiservice de distribution, qui peut être extrêmement intéressante pour nous. Et dernier point, c'est le rôle de Madame la Ministre, c'est une stratégie claire, parce que laissez-moi juste clarifier une chose. Quand vous avez un potentiel d'énergie renouvelable électrique, qu'est-ce que vous faites de cette énergie? Vous la donnez à vos industriels pour faire des industries bas carbone, vous l'exportez, vous faites du dessalement de l'eau de mer, vous faites de l'hydrogène, et donc tout cela doit être tranché pour que les gens savent où investir. Réponse justement de Madame la Ministre. Comment on fait pour renforcer la compétitivité du Maroc justement? Alors c'est un point très important et j'étais en train de réfléchir justement à cette nouvelle génération de politique publique que nous sommes déjà en train de mener. Vous avez vu comment nous avons lancé les consultations régionales et internationales de la stratégie nationale de développement durable. C'est la première fois qu'on a cette approche très participative des politiques publiques. Et nous sommes en train de faire la même chose sur justement les décrets et les quelques décrets qui doivent sortir pour justement libérer la moyenne tension pour les énergies renouvelables. Donc avant la fin du mois de décembre, vous allez avoir peut-être le quatrième atelier où on va justement inviter non seulement le secteur privé, la société civile, mais également nos jeunes start-upers pour que ce soit eux en fait qui finalisent l'écriture de ces politiques publiques et de ces décrets. Et pour revenir à la question de comment on fait pour être compétitif, de toute façon, là aujourd'hui, on n'a pas le choix. Sur un programme comme le dessalement,
Nous savons tous que nous voulons que toutes nos centrales de dessalement soient green, soient vertes, donc avec des énergies renouvelables. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que vous avez entre 30 à 50% du coût du mètre cube d'eau dessalée, c'est de l'énergie. Et l'énergie n'est pas uniquement de l'énergie produite, mais aussi de l'énergie transportée et à la centrale de dessalement. Donc il faut qu'on soit compétitif. C'est pour ça que j'ai insisté énormément sur le réseau, sur le stockage, parce qu'il ne suffit pas uniquement de produire, de mettre un panneau solaire et de produire, il faut également arriver à augmenter nos facteurs de compétitivité, même dans le transport de l'énergie et dans notre régulation du transport de l'énergie. Mais d'autant que ça va très vite, parce que le prix des énergies vertes a drastiquement baissé en 10 ans. Je crois qu'aujourd'hui, on produit de l'éolien 6 fois moins cher qu'il y a 10 ans. Donc ce sont des coûts qui baissent très très vite, au moment où il y a encore la réflexion sur comment produire, comment stocker. Donc comment le Maroc peut se maintenir dans la course et rester attractif pour offrir des énergies vertes à bas coût? Alors le Maroc peut se maintenir, pour répondre très très vite, le Maroc peut se maintenir dans la course en faisant deux choses. La première, c'est d'essayer d'augmenter au maximum et d'accélérer la cadence de la réforme qui a été portée par le nouveau modèle de développement. Enfin, les paramètres étaient clairs, hein, régulateur fort et indépendant, dégroupage du transport, transparence sur les coûts. Enfin, toutes ces méthodes étaient très claires dans notre nouveau modèle de développement. Nous sommes en train de les appliquer et d'essayer d'accélérer cette réforme. Et le deuxième volet que nous devons, sur lequel également nous sommes en train de travailler de manière, je dirais, très avancée, c'est le multilatéralisme. C'est pour ça que j'insiste, parce que vous avez parlé de la dégringolade des prix du solaire PV, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre de pays qui ont subventionné à grande échelle le solaire PV. Aujourd'hui, vous avez exactement la même chose qui se passe avec le Inflation Reduction Act aux États-Unis, qui subventionne l'hydrogène vert et les produits dérivés. Vous avez exactement la même chose sur à peu près le Green Deal, là, le partenariat vert que nous avons signé avec l'Union européenne. Donc aujourd'hui, il faut arriver à faire de telle manière à ce que c'est justement ces subventions, ces incitations qui sont au niveau des grands pays industrialisés deviennent, et c'est ce que j'avais dit également aux assemblées annuelles FMI Banque mondiale, c'est de ça dont on parle quand on parle de réforme du financement du développement. C'est de faire de telle sorte à ce que ces incitations deviennent transcontinentales et transfrontalières. On va essayer de conclure cette première partie, si vous le voulez bien. Vous savez qu'on est regardé dans le monde entier. Alors je vais vous demander d'être très succinct sur cette phrase de conclusion. Comment, selon vous, les autres pays peuvent s'inspirer de l'exemple marocain chez eux? Hicham El Habti, comment est-ce que les autres pays peuvent s'inspirer en une phrase? Une phrase, en fait, de croire en le potentiel de l'Afrique d'une manière globale, le potentiel du Maroc, et en fait de voir ça comme une opportunité, que ce soit en termes de recherche, vous en avez parlé, que ce soit en termes d'entrepreneuriat avec toute la jeunesse africaine. Voilà, c'est comme ça qu'en fait qu'on peut donner l'exemple dans ce domaine-là. Madame la ministre, un ingrédient qui fonctionne et dont les autres pays pourraient s'inspirer? Oui, cette nouvelle génération de coopération sud-sud et de partenariat stratégique, mais qui aussi détruit un peu les silos qui existaient avant. On a parlé des échanges réguliers entre la R&D, l'industrie, les start-up, le secteur privé, le finance et assurance également. C'est un sujet qui est posé sur la table. Et tout cela, le Maroc peut le faire parce que nous avons cette capacité justement de créer les synergies entre les différents secteurs. Il faut continuer à le faire. Ahmed Reda Chami, quelque chose de concret dont les autres pays pourraient s'inspirer du Maroc? D'abord, ceux qui n'ont pas de vent et de soleil, il faudrait mieux qu'ils ne fassent pas du PV ou du solaire. Ça serait mieux, effectivement. C'est un bon conseil déjà. Parce que on est compétitif parce qu'on a des facteurs de charge qui sont extrêmement intéressants. Plus de et 3000 puis, heures d'ensoleillement par an. une des choses qui est importante, pour nous, on a été extrêmement volontariste. Donc peut-être que du volontarisme dans ce secteur-là est important. La dernière réponse pour vous, Rala Msia. Alors moi, je trouve un point clé, c'est d'avoir l'avis et que tout le monde prend partie du développement, que ce soit les secteurs privés, publics, la société civile et surtout le citoyen, parce qu'il a un mot à dire sur le sujet et il a il a une voix et surtout un impact qui est très important. Que tout le monde puisse participer, c'est vraiment très important, effectivement. Oui. Deuxième thématique que l'on va aborder avec vous, si vous le voulez bien, celle de la sécurité alimentaire en Afrique à présent. On va parler notamment des enjeux à l'échelle du continent africain et, encore une fois, du rôle du Maroc plus spécifiquement. Alors, je vous propose de regarder un nouvel extrait du reportage Green Kingdom, réalisé toujours par Franck Beunier et Frédéric Coconnier. Le désert autour de Tarfaya va être le témoin de ses ambitions.
C'est ici que l'OCP va développer son propre écosystème basé sur les renouvelables. Le dispositif comprend des parcs solaires et éoliens qui alimenteront en électricité une station de dessalement d'eau de mer construite sur le littoral. À l'image de celle que l'OCP a déjà installée à Jor-Flasfar et à Safi, qui fourniront aussi de l'eau aux villes d'El Jadida et de Safi pour les aider à lutter contre les pénuries. L'hydrogène sera extrait par électrolyse de cette eau dessalée. Il sera qualifié d'hydrogène vert parce qu'il sera produit avec des énergies renouvelables. Il sera utilisé pour fabriquer de l'ammoniac, un des composants essentiels des engrais que l'OCP doit aujourd'hui importer en totalité. L'OCP a pris le pari d'être neutre en carbone à horizon 2040. Donc pour y arriver, le recours aux énergies renouvelables est absolument nécessaire et primordial. Donc en composant l'énergie solaire, l'énergie éolienne, nous serons capables de produire de l'hydrogène vert et de l'ammoniac vert avec des capacités et des coûts intéressants. Avec plus de 150 clients sur la planète, ce nouveau programme de l'OCP va avoir des répercussions dans le monde entier, bien au-delà des frontières du Maroc. D'autant que le groupe a développé des engrais adaptés à chaque pays. Nous sommes passés de 4 engrais classiques que nous produisions il y a 6 ou 7 ans à plus de 40 produits science-based, scientifiquement développés pour répondre à ces besoins exacts, et ces engrais voyagent un peu sur l'ensemble de la planète. Nous avons quand même une présence spéciale en Afrique, notamment l'Éthiopie par exemple, qui était un marché qui consommait un engrais classique pendant plusieurs années, et en faisant des analyses de sol, nous avons découvert un manque de soufre dans le sol éthiopien, et donc nous avons développé un produit spécifique, le NPS, qui contient un peu plus de soufre. Cet engrais est 40% moins cher, mais il a généré plus de 30% de rendement en plus. Madame la ministre, on vient de voir un exemple relativement concret et précis. Selon vous, quels sont les grands défis qui attendent le continent africain dans les années à venir ? Il y en a plusieurs des défis. Le premier, sur ce sujet autour de la crise climatique, bien entendu. Autour de la crise climatique et de la souveraineté également alimentaire. Alors, si on sait qu'il y a à peu près entre 60 et 70% des terres arables au niveau mondial qui sont inexploitées sont en Afrique. Donc, en fait, aujourd'hui, la problématique que nous avons, c'est que, encore une fois, le système financier mondial n'est pas équipé justement pour prendre en compte des risques climatiques dans le secteur de la transition énergétique. Donc vous l'avez vu sur les centrales éoliennes, avec les changements de vent, etc., mais également sur l'agriculture. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques initiatives qui sont très importantes, qui avaient été lancées à la COP à Marrakech, à la COP à Marrakech, dont justement l'initiative AAA. Donc c'est une initiative qui avait justement donné naissance à des plans d'investissement sur une dizaine de pays et qui a touché plus d'une centaine de millions de paysans en Afrique. Et à peu près 2,4 milliards de dollars d'investissement. Donc, ce genre d'initiatives qui sont aujourd'hui très importantes dans l'Union africaine permettent justement d'asseoir dans ces discussions justement multilatérales et bilatérales au niveau mondial, d'asseoir justement la place de l'Afrique pour sa résilience dans les grands défis du XXIe siècle. Hicham El Habti, pour la souveraineté nationale au niveau de l'alimentation, quelle solution selon vous ? En fait, vous avez parlé tout à l'heure des défis auxquels le continent africain fait face. Et en fait, un des défis, on parle de la sécurité alimentaire. Donc, dans l'imaginaire des personnes, l'Afrique est plutôt un problème avec ça. Alors que nous, on le considère comme la solution pour la sécurité alimentaire. Pas un problème, une solution selon vous ? Plutôt une solution et une belle opportunité parce que 60% des terres arables non encore utilisées sont en Afrique. Mais pour ce faire, donc, il y a besoin de développer des engrais intelligents, adaptés, de changer les pratiques agricoles pour avoir des choses qui sont adaptées au sol et qui permettent aussi en fait, de stocker du carbone au niveau des sols grâce à des pratiques agricoles qui sont nouvelles. Donc en fait on peut relier les deux, sécurité alimentaire et en fait, combat contre le changement climatique. Donc, et ça, c'est grâce à la science. Grâce à tout l'investissement, et là on l'a vu dans le reportage, tout ce que fait le groupe OCP au niveau du continent africain pour qu'il y ait une vraie révolution verte qui est conscient
qui prend en charge les défis liés à ce changement climatique. La révolution verte, elle s'opère sur l'ensemble du continent, selon vous ? Sur l'ensemble du continent africain, mais ça passe par la science. Et la science, la première chose, c'est de connaître la nature du sol africain, qui est très différente entre la partie tropicale, la partie nord de l'Afrique, le sud de l'Afrique. Donc, deuxièmement, connaître en fait les cultures, parce qu'aujourd'hui, il y a des cultures qui sont adaptées, donc lesquelles. Troisièmement, les nouvelles pratiques. Par exemple, on parle ici au Maroc, il y a une initiative de 1 million de hectares de semis directs. Donc, comme ça, en fait, on préserve la matière organique au niveau du sol, qui permet au sol de stocker plus de carbone tout en améliorant la productivité. Monsieur Ahmed Reda Chami, même question sur les grands enjeux qui attendent l'Afrique. Madame la ministre évoquait l'initiative le triple 1 lancée en 2016 lors de la COP22 au Maroc. C'était adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives où le Maroc est leader pour proposer des solutions à ces défis? Oui, absolument. Il y a une initiative qui concerne le bassin du Congo. Et donc le Maroc, sous l'initiative Sa Majesté, avait aider à créer le Fonds bleu du bassin du Congo. Et le Fonds bleu du bassin du Congo, c'est pour aider, je dirais, à la résilience des habitants qui se trouvent dans les différents pays qui se trouvent autour du bassin. Et donc, l'idée, c'est de trouver des mécanismes de financement pour financer différents projets, que ce soit du dragage, que ce soit de l'infrastructure, que ce soit de l'agriculture, et des ENR, des énergies renouvelables. Et donc, l'Afrique, bien sûr, doit se prendre en main. Et c'est un peu ce qui est le triple A, c'est un peu le Fonds bleu du Congo. Mais il y a aussi une responsabilité extraordinaire que je tiens quand même à souligner aujourd'hui. C'est la responsabilité, je dirais, des pays du Nord. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est le continent qui a le moins pollué et c'est le continent qui est le plus impacté. 108 millions de déplacés climatiques à horizon 2050, selon la Banque mondiale. Et quand je reviens un peu à ce que disait Madame la ministre sur la COP, pour moi, la COP, c'est bien, mais je pense qu'on devrait arrêter de négocier et travailler encore plus et mettre de l'argent dans les fonds de loss and damages qui, aujourd'hui, a besoin d'argent. Et justement, Madame la ministre, comment est-ce qu'on rend justement tout ça plus concret ? Il faut travailler main dans la main, mais comment c'est concret sur le terrain? Alors ça se fait à plusieurs niveaux. Je vous écoutais, je pensais à un exemple qui est parlant, c'est ce projet de gazoduc Nigeria-Maroc. Ce projet de gazoduc Nigeria-Maroc, il est vraiment au-delà d'un projet de gazoduc classique, transfrontalier, transcontinental. C'est d'abord un projet de développement qui va toucher presque 1 demi-milliard de personnes. Donc c'est ce qui fait que M. Chami est en train de parler des déplacés climatiques. Bien entendu, aujourd'hui, nous savons que 25% des membres des Nations Unies auront disparu avant la fin du siècle. Ça veut dire 25% des sièges aux Nations Unies vont disparaître. Ça veut dire que le système du multilatéralisme que nous avons créé au XXe siècle n'est plus finalement adapté aux défis du XXIe siècle, des défis de transition énergétique, de changement climatique, d'adaptation, de problèmes de souveraineté et sécurité alimentaire, etc. Donc il va falloir aujourd'hui, c'est pour ça que ça se fait à différents niveaux, et la finance est un point très important, et c'est pour ça qu'il faut le faire projet par projet, c'est vrai, mais il faut également le faire dans des projets qui soient en ligne avec la vision et la stratégie diplomatique marocaine. Alors pour conclure sur cette dimension africaine et le rôle que peut jouer le Maroc, Raoula Msir, est-ce que vous, dans la réflexion qui est la vôtre au sein de votre entreprise, mais aussi au sein de vos engagements, la dimension Afrique est prise en compte? Est-ce qu'il y a par exemple aujourd'hui un réseau de jeunes entrepreneurs africains dédiés aux métiers verts? Est-ce que ça existe? Alors, on est bien d'accord qu'au Maroc, la coopération africaine est clairement traduite à très haut niveau, portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, avec une vision de coopération sud-sud, d'où la création des 3 commissions climatiques, donc, qui étaient en marge de la COP22 à Marrakech. Donc, intégrer la dimension Afrique pour nous est essentiel, bien évidemment, pour plusieurs raisons. Alors, du contexte historique qui nous lie, le contexte géographique, climatique, démographique et socio-économique qui lie les 54 pays africains. Et aussi l'Afrique riche et avec sa diversité culturelle et environnementale, c'est un terrain propice à l'innovation et aux projets comme le nôtre. Un laboratoire. Exactement. Donc,
Donc, juste compléter en fait par rapport à une initiative, par rapport à la jeunesse. En fait, il y a une initiative parce que vous cherchez un exemple, donc je vous donne l'exemple qui s'appelle AICH, African Youth Climate Hub. Donc c'est une initiative qui est lancée depuis maintenant 3 ans, qui fait appel à toute la jeunesse africaine autour des questions liées au changement climatique. Donc la réponse est oui, il existe des réseaux. Merci d'avoir été concis et de nous avoir apporté cet exemple très concret. Alors, on vient d'évoquer toute la stratégie, toute la vision. Il faut bien entendu, pour la mettre en œuvre, des technologies et aussi des ressources humaines, ce qui demande des innovations technologiques et de la formation. C'est l'objet du 3e thème de notre débat. Mais avant d'en discuter avec nos invités, je vous propose de regarder cet extrait de l'émission de TV5 Monde, collection reportage. Ça s'appelle Maroc, la tech au secours de la Terre, signé Lisa Monin, Anaël Dang et Léo Doubrov pour Babeldoc. Comme Mohamed Bayad, 32 ans, son père était maçon, sa mère femme au foyer. Ses notes lui ont permis d'obtenir des bourses pour aller se former à l'étranger. Je suis parti faire mon doctorat en Nouvelle-Zélande. J'ai vécu là-bas 5 ans, puis je suis rentré à Ben Guerir pour poursuivre mes recherches de post-doctorant. C'est vous qui avez fait le choix de revenir au Maroc? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que j'étudie les sols et je voulais améliorer l'agriculture du Maroc et même de l'Afrique. Le chercheur s'est spécialisé dans l'analyse de données agricoles obtenues à l'aide de capteurs au sol et d'images aériennes. Ces nouveaux outils numériques lui permettent de détecter la sécheresse et donc les besoins en irrigation avec plus de précision. En utilisant un drone, on peut cartographier une exploitation agricole en une journée seulement, analyser les données et rendre des conclusions à l'agriculteur pour lui dire quelles sont les parcelles affectées par le stress hydrique. Ces informations que nous mesurons ne sont pas visibles à l'œil nu d'ordinaire. C'est un gros avantage. Par exemple, vous voyez cette ligne, elle est très peu affectée par la sécheresse comparée à celle-ci. Et vu qu'il y a un système d'arrosage par goutte à goutte, on peut décider de compenser le manque d'eau pour éviter que cela affecte les rendements. Cette technologie, Mohamed veut désormais la rendre accessible aux agriculteurs. Avec un collègue, il développe une solution pour leur permettre d'analyser les feuilles de leur plantation. Objectif, comprendre ce dont elles ont besoin. On peut commencer par le 0%. Quand la méthode sera au point, l'agriculteur pourra aller dans son champ avec ce capteur, scanner la plante, envoyer ses résultats et avoir très rapidement une analyse. Mais pas seulement en utilisant cette machine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à l'agriculteur de faire ses analyses en utilisant simplement la caméra de son téléphone portable. Tu peux calibrer la machine maintenant. J'ai commencé ma carrière comme ingénieur agricole, donc j'ai eu l'occasion de travailler directement avec les agriculteurs. Et c'est là que j'ai vu combien c'était difficile pour eux de cultiver sur les terres marocaines et africaines. C'est ça qui m'a donné envie de faire un doctorat en sciences du sol. Mohamed Bayad est aujourd'hui persuadé que le smartphone va devenir le meilleur outil de l'agriculteur. Voilà pour cet extrait de Maroc, la tech au secours de la planète, donc issu de collection reportage, se diffusait sur TV5 Monde. Hicham El Habti, je vais me tourner vers vous en tant que président de l'université Mohamed VI Polytechnique, dans cette qualité de président de l'université. Concernant justement l'attractivité de ces métiers pour les étudiants aujourd'hui, est-ce que vous voyez sur le terrain qu'il y a une prise de conscience de la nouvelle génération ou pas? Oui. Vraiment? Oui, tous les jours. En fait, il y a une relation très spéciale entre cette jeunesse-là et ce qui se passe au niveau de l'Afrique, parce que ce qu'ils voient, comme j'ai dit tout à l'heure, ils voient une opportunité et donc une invitation qui est ouverte pour de l'innovation. Voilà. Mais est-ce que c'est nouveau depuis quelques années? En fait, moi, je le ressens de plus en plus. De plus en plus, en fait, il y a cette prise de conscience de plus en plus affirmée de la part de cette jeunesse par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Moi, je le vois dans notre campus, là où vous avez filmé, les jeunes travaillent main dans la main avec les agriculteurs sur le terrain. Ralam Sia, vous confirmez ce que dit Hicham El Habti, c'est sur le terrain, vous voyez cette nouvelle génération active qui a envie de mettre les mains dans la terre, justement? Alors, une conscience croissante, de plus en plus, c'est sûr. D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un projet du Green Campus
durant mon parcours ici à Mahir et j'étais justement en collaboration avec les étudiants, avec les clubs. Et bien sûr, cette conscience, je la vois de plus en plus chez nos jeunes, chez nos étudiants et aussi chez nos enfants. Et je crois que c'est tout à fait naturel parce qu'ils sentent que ça fait partie de leur avenir et de leur futur. C'est complètement naturel en gros, pour faire un mauvais jeu de mots. Alors, il y a le lien, on parlait de l'impact, parce que l'exemple qu'on vient de voir, c'est un jeune qui va directement après travailler avec des agriculteurs qui leur apprennent aussi des nouvelles technologies. Ils utilisent des drones, ils utilisent des smartphones pour voir l'état à partir de la feuille de la plante, l'état de la plante. Comment se passe cette connexion qui peut paraître improbable, vue de loin, entre ce milieu hyper high-tech avec ces jeunes parfaitement anglophones qui font des recherches très poussées et des milieux ruraux qui sont parfois encore enclavés au Maroc. Comment se fait cette rencontre et comment vous l'accompagnez? En fait, c'est ça la beauté en fait de la chose. C'est que, en fait, pour paraphraser quelqu'un, en fait, on passe de, soi-disant, de la pré-modernité à la post-modernité sans passer par la modernité. C'est un sacré bond en avant. Voilà. Bon, en fait, il y a tout ce qu'on appelle leapfrog. Voilà. Donc, en fait, on n'est pas obligé de suivre exactement les mêmes étapes d'une révolution verte qui a eu lieu au niveau des pays du Nord. Et donc, deuxième élément, il faut démystifier le lien entre les populations rurales et la technologie. Ils sont beaucoup plus avancés, ce qu'on peut imaginer. Troisièmement, ces gens-là, certes, ils parlent très bien anglais, mais très bien Derija, donc ils viennent vraiment de ce milieu-là, et pour eux, c'est juste un retour, un give back à la communauté. C'est comme ça, en fait, que ça se passe. Pour eux, c'est tout à fait naturel. Donc, il n'y a pas un effort, il y a juste une invitation à cette jeunesse de rendre à cette communauté ce qu'on lui doit. Ahmed Reda Chami, encore une fois, dans votre casquette de responsable d'une institution comme le CESE, comment les politiques publiques peuvent accompagner ce secteur qui est clé pour cette révolution verte et pour la concrétisation de cette stratégie marocaine? Comment vous accompagnez le développement de ce secteur? Le secteur étant l'innovation et la recherche. D'abord, en partant d'un constat, si vous voulez, aujourd'hui, le Maroc est dépendant de ses importations énergétiques. Il ne faut pas qu'on change d'une dépendance en une autre, c'est-à-dire dépendance des technologies pour demain faire ces énergies, produire ces énergies. Et donc, il est très, très important que les Africains, que le Marocain puissent demain créer leur propre technologie. Et je pense que c'est ça aujourd'hui. Nous avons des laboratoires de recherche d'excellence, que ce soit à l'OCP, Mazen, Irizen, Massir, etc. Et donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'inciter, d'encourager les gouvernements à mettre encore plus d'argent dans l'innovation pour que demain on puisse sortir ces technologies. Madame la ministre, comment on fait justement pour retenir au Maroc la matière grise de la jeunesse du pays pour pas qu'ils viennent aux États-Unis, en Europe? Comment on fait? Alors comment on fait? D'abord, il y a une émulation des belles histoires. Monsieur le Président parlait tout à l'heure d'une invitation. Moi, je parlerai d'engouement. Et c'est ce que nous avons vu en tant que gouvernement dans la reconstruction post-séisme avec ces plusieurs start-up de jeunes Marocains qui voulaient, enfin même de pays étrangers, enfin même résidents dans des pays étrangers, qui voulaient aider et mettre à disposition de l'intelligence artificielle, des kits photovoltaïques, connexion Internet, etc. Donc ça, c'est un engouement, on l'a vu. Ensuite, comment faire pour accompagner? Moi, je dirais deux choses. D'abord, qu'on le veuille ou non, il y a une partie privée, mais il y a également une partie publique. Aujourd'hui, nous avons moins de 0,4% de notre CAPEX, des investissements dont je vous ai parlé, des gros chiffres dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va dans la R&D. Irizen, et un petit peu chez l'UM6P également, etc. Il faut augmenter cette part-là. Il faut vraiment que si le Maroc veut se positionner sur ses énergies d'avenir et justement prendre le risque technologique et ne plus... et tirer les leçons du passé, il faut augmenter cette part du CAPES 0,5%. Et puis le deuxième point sur lequel j'insiste toujours quand je discute avec nos amis de l'UM6P et d'ailleurs, le Maroc forme de très bons ingénieurs, de très bons techniciens, mais il nous faut plus de soft skills, de négociateurs, de personnes qui peuvent enclencher justement, traduire ces politiques. Raoula est d'accord, elle hoche de la tête. Merci Raoula. C'est vrai que moi, ici, mon expérience à Mahir, c'était plus un savoir-être et justement les soft skills
Et moi, le savoir-être, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'aujourd'hui, on voit de grands ingénieurs et des fois, ils ont du mal avec des choses un peu basiques. Et aujourd'hui, qu'on recherche pour étudier alors que ça devrait devenir naturellement. Surtout si on veut mettre l'humain au centre des politiques. Parce qu'en fait, parler de Maher, il faut qu'on dise ce que c'est Maher, parce qu'il y a l'humain. Le H, c'est l'humain. En fait, c'est un centre, en fait, c'est une formation qu'on offre à la jeunesse marocaine pour renforcer en fait la partie soft skills. Et sur la partie souveraineté technologique, c'est exactement une des raisons d'être de l'UM6P. C'est de développer ces technologies ici au Maroc pour les besoins marocains. Mais est-ce que tout ça est créateur d'emplois aussi? Oui, moi, je le vois au niveau de l'UM6P dans un domaine qui est un peu loin, mais en fait, qui n'est pas si loin que ça, c'est à savoir tout ce qui est codage pour pouvoir développer des plateformes. Aujourd'hui, en fait, en moyenne, j'ai 3 offres d'emploi par salarié, par étudiant. Donc, la réponse est... En tout cas, ces retours de terrain, ils sont passionnants et puis on voit qu'il y a un vrai vivier au Maroc. On va doucement arriver à la conclusion, à la fin de cette émission dans les secondes à venir. On va essayer de conclure avec une question un petit peu large, en quelques mots. Comment vous imaginez le Maroc à moyen et long terme? Voilà la question que je vous pose ce soir. Je commence par vous, Rayla Amsia. Comment vous voyez le Maroc dans les années à venir? Et la contribution à votre niveau pour ce Maroc de demain? Alors, sans doute, pour moi, ce serait un Maroc fier de ses origines africaines, un Maroc leader sur différentes thématiques, que ce soit l'énergie, l'innovation, la technologie. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on a les moyens on a tout pour l'être. Et d'ailleurs, on est sur la bonne voie, ça se voit, alhamdoulilah. Et donc, ma contribution, moi, je me disais toujours, j'aimerais créer de l'impact. Et c'est pour ça que j'ai fait l'environnement, je l'ai fait par conviction et par amour à ce domaine. Et donc, moi, je fais avec mes moyens de bord, déjà à petite échelle. Et puis, j'espère un jour que notre start-up pourra, parce qu'on a une partie de sensibilisation et d'animation. Donc, j'espère pouvoir toucher beaucoup de gens, les Marocains d'abord, les Africains, et puis, pourquoi pas, dans le monde entier, Inch'Allah. Madame Enis, j'imagine que vous partagez ce constat pour l'avenir du Maroc à moyen et long terme, en quelques instants. En quelques instants, le Maroc est en ce train qui va devenir un train à grande vitesse. Il faut juste monter dans le train. Donc mon travail, c'est de faire de telle sorte à convaincre Raoula de monter avec nous dans le train. Effectivement, on va essayer que toute la jeunesse monte dans le train, effectivement. Oh, et puis ce qui est très chouette, c'est qu'il y a cet aspect humain qui est fondamental, c'est-à-dire que même chez des jeunes entrepreneurs comme Raoula, ce qu'on sent, c'est à la fois bien sûr le projet économique, mais vous parliez du volet sensibilisation, et c'est ça aussi qui est chouette finalement. Exactement, et en fait, par rapport à l'avenir, en fait, tout le continent africain, c'est la terre de toutes les opportunités. En fait, on va reboucler la boucle par rapport à l'histoire de l'humanité. En fait, toutes ces solutions vont venir de l'Afrique. C'est ça le moyen long terme. L'Afrique doit être décideur de son propre avenir. Au centre du développement humain sur les prochaines décennies. Ahmed Reda Chami. Moi, je pense qu'il faut continuer à construire un pays où il fait bon vivre, où le citoyen est traité dignement, où il a des opportunités de créer son propre avenir, on libère les potentiels, et avec un point aussi très important, il me semble, c'est ce rôle de moteur régional, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'Afrique, et on peut vraiment stimuler ce développement africain. Et je pense qu'il y a un point très important qu'il faut que je précise. On a parlé beaucoup de transition énergétique, on a parlé de sécurité alimentaire, mais le développement de l'Afrique se fera par le développement de son industrie. Il nous reste, j'ai la régie parisienne qui me dit qu'il nous reste 20 secondes avant la passation à notre prochaine destination. On va venir vous revoir dans un instant pour le mot de la fin. Des échanges et des témoignages effectivement passionnants durant toute cette heure ici à Rabat. On va donc poursuivre cette piste de la francophonie sur TV5 Monde et direction Fort-de-France en Martinique. À présent, c'est notre prochaine étape. C'est avec Bianca Caretto. Bonjour Bianca, est-ce que vous nous recevez depuis Fort-de-France en Martinique? Belle bonsoir Nicolas et puis bienvenue chez nous en Martinique. C'est à notre tour de vous parler des initiatives prises pour protéger notre environnement. On se retrouve dans un instant avec mes invités en direct du domaine d'Émeraude situé dans le nord de la Martinique et juste à 2 pas de la montagne Pelée. À tout à l'heure.
Voilà donc pour la prochaine étape, Fort-de-France en Martinique. Bien entendu, la piste de la francophonie, elle se poursuit, bien entendu, sur TV5 Monde. Merci en tout cas à nos 4 invités. C'était passionnant. On pourrait discuter avec vous des heures de ce sujet. Merci aux équipes techniques de 2M, aux équipes techniques de TV5 Monde à Paris. Merci à vous, Anan, pour votre accueil et puis pour votre soutien. Et puis on va finir en douceur cette émission et cette heure passée ensemble en musique avec l'artiste Soukaina Fassi. Son inspiration, vous allez l'entendre, elle la trouve en fouillant dans la mémoire des villages les plus reculés pour exhumer et redonner vie à des chansons très anciennes, témoins bien entendu d'un Maroc multiculturel et multiconfessionnel. Elle nous chante ce soir l'Ektab, qui veut dire le livre. Vous l'avez compris, c'est de circonstance. Et n'oubliez pas donc la piste de la francophonie pour la planète continue tout de suite après sur TV5 Monde. النغم على بعد العقول وسال على العقول باش عمرات ولا سال عليها واش شي مرة عمرات طاحت شتا والأرض تبلات وسال على ديك الأرض باش تزرعت ولا سال عليها واش شي مرة تحرثت سال الجبال كيف شمخات سال الرمال كيف زحفات واسأل الحال عالكتب اللي ما تقرات والكتاب ذبال وراقه ما تلمسات سالت الكلمة من الفواه وسال عالكتب منين جات ولا سال عالكتب واش شي مرة فتحت